Oui, je voudrais affirmer un remerciement particulier à Gallus Cadeneau, qui est quand même venu de Suisse pour participer à notre journée, donc qui facilite donc les échanges d'expériences d'un pays à l'autre, et puis aussi parce qu'il a accepté de sponsoriser notre colloque à hauteur de 3 000 francs suisses, si je me souviens bien. Merci Gallus. Et par ailleurs, parlant d'énergie partagée, je voudrais aussi rendre hommage au premier président d'énergie partagée, qui était, si je me souviens bien, Bernard Laponche, qui a été un des grands pionniers des énergies renouvelables, qui était un ancien directeur général de ce qui s'appelait la FME à l'époque. C'est bien ça, François? Donc, hommage à Bernard Laponche. Donc, on va maintenant passer à la session donc, sur les projets territoriaux, qui va être animée par Joëlle Colosio, que je appelle à la tribune. Joëlle est directrice adjointe des territoires à l'ADEME. Nous avons déjà beaucoup travaillé ensemble. Et donc, elle va animer cette table ronde. Et donc, je demande à tous les participants qui ont leur nom affiché là, de venir rejoindre Joëlle à la table ronde. Et vous allez voir qu'entre projets territoriaux et projets citoyens, il n'y a pas des grandes distances. Il y a au contraire souvent des interpénétrations. Voilà, Joëlle, je te cède la parole. Merci beaucoup Jean-Louis, merci beaucoup à tous de mettre autant en avant l'ADEME dans cette belle journée. On peut dire que cette journée vient à point nommé. C'est le même jour que le final de la COP28, donc on ne sait toujours pas ce que le texte final donnera. Pour revenir de la COP28 sur des projets de territoire, même si les COP aujourd'hui sont beaucoup décriés, je pense que c'est des moments importants parce que c'est un moment où le monde entier se retrouve sur un sujet qui est le sujet le plus important pour la planète. Et lorsqu'on se retrouve au milieu d'une COP avec plus de 100 000 participants dans un pays particulier, ce que sont les Émirats, et qu'on voit comment les élus sont présents à la fois sur des discussions sur les assemblées plénières, à la fois sur des events, etc. On voit bien le poids et le rôle et l'importance qu'ont les élus et pour diriger et co-diriger l'activité et l'animation de nos directions régionales à l'ADEME. Autour des entreprises, autour des citoyens, on peut dire que les élus et le travail que font les élus est primordial pour accélérer la transition énergétique. Et je voudrais vraiment vous saluer, les élus qui sont dans la salle, et puis vous qui avez accepté cette table ronde, de porter les sujets, de faire confiance aussi à l'ADEME et aux entreprises lorsqu'on vous accompagne avec nos outils et lorsqu'on vous challenge aussi. Pour que les projets soient de plus en plus performants, soient aussi engagés sur la sobriété. Il y a un an, on ne parlait que de sobriété. Aujourd'hui, on en parle un petit peu moins, mais à l'ADEME, on en parle toujours autant. Et donc, je voudrais... voilà. Et pour reboucler avec la COP a quand même mis pour ambition dès le début x2 en termes de sobriété et un x3 en développant des ENR. Donc on espère que le final sera à la hauteur du début. Mais il y aura d'autres COP si cela n'aboutissait pas comme tout le monde le souhaite. On va essayer de tenir le délai. Il y a à peu près 6-7 minutes de temps de parole pour chacun. Je voudrais commencer par vous, Alain Leboeuf, président du département de Vendée, ancien président du CIDEV. Comment vous conseilleriez... Alors, comment on va parler vraiment voilà, comment les élus, comment vous mettez en œuvre ces projets autour des ENR.
comment un président de département, et avec votre ancienne casquette, quel travail vous avez fait aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont dans la salle et aux gens qui nous écoutent sur comment il faut avancer, comment un élu prend ce sujet. Voilà, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Louis. Je ne sais pas comment je peux démarrer, mais juste m'appuyer aussi sur ce qui vient d'être dit sur la dernière table ronde, où vous avez les uns et les autres montré combien il fallait que les citoyens s'impliquent. Et les élus ne peuvent avoir une parole forte et respectée que s'ils s'adressent à des citoyens, s'ils sont compris par des citoyens. Et si je prends l'exemple de ce qu'on a essayé de faire sur le département, en fait, à chaque fois, dans les histoires qu'on essaie de raconter au moment où on voudrait développer des projets d'énergie propre ici ou là, c'est de repartir aussi de ce que nous avons pu vivre à des moments. En Vendée, on a vécu l'Erika. Quand on est deuxième département touristique de France et puis qu'on se lève un matin et puis que toutes nos côtes sont souillées, on se dit il y a un problème. On a vécu aussi Xintia. Alors quand on essaie d'expliquer que le réchauffement climatique va provoquer sans doute un rehaussement du niveau des océans, on se dit c'est le problème, mais il n'est pas que pour les autres. Et que ce n'est pas qu'aux autres de se retrousser les manches, mais c'est aussi à nous. Et donc c'est comment on essaie d'enclencher une histoire en fait. Et donc voilà comment on a essayé, nous, d'inscrire des projets au cœur des territoires. Alors, on le dit après, c'est comment on peut faire, quelles sont nos richesses aussi locales. Et ça, tous les territoires de France peuvent le dire. On a la chance d'avoir du soleil, on a la chance d'avoir du vent. Alors, en plus, quand on est un département côtier, la Vendée, c'est sur le bord de l'Atlantique, tout le monde l'a compris, entre Nantes et La Rochelle, si je vais très vite. Là où il y a le Vendée Globe aussi. Le Vendée Globe, vous savez, on est capable de faire le tour du monde simplement, justement, avec de l'énergie renouvelable. C'est ça, en fait, aussi. Et donc, à chaque fois, on peut raconter des choses sur les énergies renouvelables. Et donc, on a cette chance-là, vent, soleil, puis aussi produits méthanogènes, avec une agriculture d'élevage assez dynamique et tout ça. Et donc, à chaque fois, c'est dire comment on peut faire. Mais aussi, au même titre que ce qui a été dit dans la table ronde précédente, comment les citoyens peuvent s'impliquer, nous, on se dit, mais comment finalement les citoyens, à travers leur collectivité, peuvent s'impliquer. Et quand on investit, alors pour ce faire, donc vous avez parlé du syndicat d'énergie, qui chez nous regroupe toutes les communes du département, on a voulu aller plus loin justement en termes de production et on a compris qu'il y avait un outil qui pouvait nous y aider, c'était une société d'économie mixte, une SEM, que je continue à présider encore aujourd'hui. Et la société d'économie mixte, c'est 75% des actionnaires sont les communes. En fait, c'est le SIDEV, le syndicat, et 10% le département. Il y a 15%, c'est aussi une autre société comme la nôtre qui regroupe toutes les communes de la Vienne. Et puis il reste 10% pour qu'on soit un tout petit peu sérieux avec la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires. Et donc, quand je dis c'est sérieux, c'est simplement pour amener de l'eau à notre moulin. Non, très simplement, en fait, et là, ce que nous racontons comme histoire, c'est que nous arrivons à investir, et si nous investissons et qu'il y a quelques dividendes à la fin, ils ne sont redistribués qu'à personne, que la collectivité qui elle-même va pouvoir investir dans de la rénovation énergétique, de l'école maternelle, de la crèche, etc., ou de la salle de sport, etc. Donc à chaque fois, il nous faut raconter une histoire vraie, une histoire qui donne un intérêt à l'investissement et qui donne intérêt au territoire. Alors, cette société d'économie mixte, donc, qui existe depuis un certain nombre d'années, maintenant est passée à une autre étape pour que les territoires eux-mêmes puissent aussi investir, que ce ne soit pas simplement la société départementale. On a eu cette idée lorsque, vous le savez, il a fallu que chacune de nos EPCI travaille sur les plans climat-énergie, les PCAET. Et donc, dans les PCAET, les élus, avec les citoyens, ont été obligés de se retrouver pour dire, bon, allez, quels sont les plans qu'on va adopter à notre échelle ?
économie d'énergie sur sobriété énergétique sur telle chose, production sur telle autre, etc. Et là, on a vu que la réflexion était en train d'être menée et on s'est posé la question comment la collectivité locale, avec les citoyens qui ont réfléchi aussi avec tout le monde, puisse aussi investir. Et la loi maintenant nous autorise avec la création de filiales. Et donc on a créé une filiale par communauté de communes pour que la communauté de communes elle-même, avec ses communes et ses citoyens, puisse investir tantôt dans un projet photovoltaïque, tantôt dans un projet éolien, voire éventuellement aussi sur la méthanisation. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer à outrance, j'ai envie de dire. Les choses deviennent beaucoup plus simples lorsqu'on implique et lorsqu'on explique. Par exemple, sur le photovoltaïque, on a essayé de se retrousser les manches, alors surtout quand on nous a dit qu'on allait mettre du photovoltaïque sur les terres agricoles. Pour nous, ça nous a un petit peu chagriné. On s'est dit, mais non, il faut qu'on fasse autre chose. On va le mettre plutôt sur du foncier déjà artificialisé. Et on a essayé d'expliquer à tous les maires, mais bon sang de la vie, vous n'avez pas ici ou là des surfaces artificialisées ? Le parking de l'école, le parking de la salle de sport, le parking de ceci, le parking de cela. Il y a des parkings partout. Eh bien, si vous voulez, la SEM ou votre filiale va pouvoir investir chez vous. Vous allez pouvoir dire aux citoyens, voilà, mon parking, maintenant, il est couvert. C'est pour produire de l'énergie qu'on va pouvoir consommer localement. Et puis, en plus, votre voiture sera à l'ombre l'été ou à l'abri l'hiver. Et donc maintenant, la nouvelle étape, qui a été un petit peu compliquée, parce que ce que l'on a pu développer comme ça au fur et à mesure des années et du territoire, fait qu'aujourd'hui, la SEM, avec ses filiales, produit exactement la quantité d'énergie que toutes les communes du département produisent. Donc ce qui commence à être énorme. Notre sujet de l'année dernière et de cette année, c'est de se dire, mais plutôt que de revendre et puis d'avoir des contrats creux, c'est comment on peut faire pour le revendre à justement nos adhérents, c'est-à-dire à nos communes. Et c'est ce que nous allons faire à compter du 1er janvier avec les PPA, en fait. La SEM va revendre aux syndicats qui lui-même regroupe l'ensemble des collectivités. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on a fait, c'est sur la production d'énergie électrique, mais on a voulu aller plus loin aussi sur les mobilités. Un département rural comme le nôtre, vous comprenez que le métro n'est pas complètement adapté, et puis tous les transports en commun, il nous faut les développer, mais ça ne répond pas à tout. On a, nous, 80% de 700 000 habitants sur la Vendée. 80% de ces 700 000 habitants sont dispersés sur le département. La ville-centre, c'est 10%, et les Sables-d'Olonne, 10% aussi. Donc vous voyez un petit peu ce que ça représente. Et on a le modèle de l'entreprise à la campagne, donc il faut un véhicule, même si on est en train d'essayer de développer les circulations douces, 35 millions d'euros d'injectés vers les pistes cyclables du quotidien, après avoir travaillé sur les pistes cyclables touristiques, là maintenant les pistes cyclables du quotidien. Néanmoins, il y a encore des déplacements, et aussi les déplacements des marchandises. Donc on a voulu montrer que cette énergie qu'on était capable de produire chez nous, on pouvait aussi l'utiliser pour les mobilités. Et donc, c'était vrai pour l'électromobilité. On avait commencé très très tôt, avant qu'on imagine que le véhicule électrique soit aussi adapté à la campagne. C'était dès 2014, lorsque le véhicule électrique, on disait que c'est bien en ville, là où il y a les pics de pollution. Chez nous, il n'y a pas de pics de pollution. Mais on a quand même dit, si vous rouliez avec un véhicule électrique, vous le branchez la nuit quand les éoliennes tournent et que nos entreprises sont arrêtées, vous m'en branchez entre midi et 14 heures, lorsque le soleil était au zénith et que les entreprises ont baissé un peu leur activité, vous allez pouvoir rouler avec une voiture qui prend de l'énergie sur le réseau au moment où c'est intéressant. Mais on s'est vu qu'on a eu là un taux de pénétration du véhicule électrique dans un département rural comme le nôtre qui était le double de ce qui se passait en France. Après, on s'est dit, mais il y a aussi nos entreprises. Et là, l'électricité n'est pas le meilleur moyen. Mais comme on avait investi aussi dans des unités de méthanisation, on a dit, le méthane, pour des camions ou des cars scolaires, ça peut être la solution.
Donc on a fait évoluer notre société d'économie mixte, les statuts, et on a dit on va distribuer aussi. Et à l'heure où je vous parle, nous avons 7 stations-service qui distribuent du biométhane, exclusivement du biométhane. La première année, on avait mis méthane et biométhane. Maintenant, on refuse de distribuer du méthane. On distribue exclusivement du biométhane. Les transports scolaires peuvent les utiliser, les villes peuvent les utiliser, les camions, surtout nos industriels, sont en train de développer ce mode de transport. Et puis, comme on a un peu d'idées derrière la tête, on a voulu aller plus loin aussi avec cette énergie qui nous semble totalement décarbonée, l'hydrogène. Et donc, à Bouin, juste à côté du... Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le passage du Gois pour aller vers Noirmoutier, on a un actif de production. On a des éoliennes qui sont amorties depuis le 2018. Donc on n'a plus de contrat depuis 2018. On peut faire ce qu'on veut de nos électrons. Et là, on a trouvé une société, Life, avec laquelle nous avons investi. On a investi 2 millions d'euros dans la création de cette société pour produire cet hydrogène vert. On a déconnecté ces éoliennes pour venir les connecter directement sur les électrolyseurs pour être sûr que c'est bien de l'hydrogène vert. Et aujourd'hui, le président du département que je suis roule avec une voiture sur le département où j'ai osé afficher, alors je ne suis pas très discret, j'ai osé afficher, je roule avec une énergie locale. J'ai mis vendéenne, excusez-moi, mais c'est sous-entendu local et 100% hydrogène. Voilà comment les territoires peuvent... alors vous avez dit acculturer, vous avez raison, tout à fait raison. D'abord, il y a un sujet d'acceptabilité, mais d'acculturation aussi. Et puis, je peux aller plus loin. Le dernier combat qu'on est en train de mener, vous savez qu'on va avoir un projet éolien offshore au large de l'île-Dieu et de Noirmoutier, nos 2 plus beaux bijoux. Et dire aux Vendéens, oui, il va falloir l'accepter. Et aujourd'hui, je me bats pour dire aux Vendéens, oui, il faut qu'on l'accepte. Par contre, je fais la guerre à ceux qui sont en train de le faire en disant, vous venez ici, ok, mais attention, il faut qu'il y ait des répercussions économiques locales pour que je puisse avoir des arguments. Et là, le dernier combat que je viens de mener, c'est que les couronnes des pales, c'était beaucoup plus facile de les chercher en Chine, alors que le leader européen, il est en Vendée. Le hasard, hein. Le leader européen est en Vendée, et les couronnes, on allait les chercher en Chine. Alors j'ai utilisé une expression devant le président de Siemens France, en lui disant, je vous préviens, jamais... Si vous ne connaissez pas les Vendéens, on sortira les faux et les fourches. Mais jamais. Et la belle histoire, elle se finit il y a quelques jours où ils ont décidé de prendre l'ensemble de ces couronnes en Vendée. Et donc, ce que je dis dans l'histoire, c'est quand on va aller sur le Gois, ramasser quelques coques, quelques coquillages, je leur dis, j'ai essayé de leur expliquer à Siemens et à tous ces grands de ce monde, je voudrais que le papy qui va aller avec ses petits-enfants et qui regardera les éoliennes puisse dire, tu sais papy, il y a participé. Plutôt que de dire, ah ces trucs, ça pollue nos... Non. Qu'on soit un peu fiers, j'ai envie de dire, de cette transition qui est indispensable. Vous voyez comment j'essaie de mettre de la politique noble au cœur d'un projet qui est la transition énergétique. Et tous les départements de France doivent pouvoir le faire. C'est pour ça qu'au sein du département de France, j'ai souhaité animer une commission sur justement l'implication des départements aux côtés de leurs concitoyens et de leur territoire pour s'impliquer. Et puis au sein des EPL de France, je préside aussi la commission de la transition énergétique, là aussi pour essayer de porter la bonne parole. Donc voilà, c'est juste un petit témoignage, Jean-Louis. Vous voyez qu'on essaie de faire les choses avec un tout petit peu de conviction. Merci beaucoup. Alain Le Goff. Je pense que vous êtes l'exemple un peu parfait de ce qu'un syndicat d'énergie, comment il peut évoluer. Sur son évolution, sur en fait, le mouvement qui est donné. Et puis, moi, je suis ravie de vous entendre sur le rôle que joue un élu sur la transition comme fédérateur en fait, d'un territoire. Et je le disais tout à l'heure, les entreprises, les citoyens,
Je pense que les élus, vous avez un rôle très, très important. Alors, la difficulté avec les élus, c'est que lorsque vous parlez, c'est difficile de vous arrêter. Alors, il ne faudrait pas que l'on prenne trop de retard. Mais ce que vous dites est... Non, mais je plaisantais, bien sûr. Ce que vous dites est tellement précieux, donne de l'exemple. Et Sylvain Warzerman, qui était là ce matin, le président de l'ADEME, a engagé avec les ministres un réseau d'élus, élus pour agir. Et on souhaite vraiment avoir un maximum d'élus dans ce réseau pour justement entraîner les élus qui se posent encore des questions, pas forcément les têtes de file, mais ceux qui sont à vos côtés, donc vos adjoints, vos élus référents, etc., pour pas faire d'erreurs, pour les accompagner correctement et pour que dans les conseils municipaux, que dans les conseils départementaux, vous puissiez vous appuyer sur des élus référents qui ont un savoir. Et donc, je le redis, on souhaite vraiment que ce réseau s'enrichisse. Donc, il vient d'être lancé. À ce jour, on a plus de 450 élus. Il a été lancé au Salon des maires. Et donc, c'est vraiment les ministres qui ont souhaité ça. Et donc, on est là pour déployer ce réseau massivement et s'appuyer sur des acteurs comme vous dans la réussite et montrer que la transition, finalement, elle se fait sur les territoires. Je ne parle plus après. Mais je ne pouvais pas m'empêcher. Alors, on va aller sur un territoire qui est beaucoup plus dense, parce que là, on est parlé d'un territoire rural, avec des villes moyennes, etc., et tout l'enjeu, justement, de relier des villes à une ruralité. Mais la France, c'est aussi des territoires beaucoup plus denses. Donc, on va aller sur Saint-Denis, avec Laurent Monnet, maire adjoint de Saint-Denis. Je vous pose une question, c'est comment on déploie, alors pas le solaire, mais peut-être, on va voir, comment on déploie les énergies renouvelables et dans un territoire comme le vôtre, et qu'est-ce que vous avez fait à Saint-Denis ? Oui, alors bonjour à toutes et tous, et merci beaucoup pour cette invitation. Pour faire peut-être la transition aussi avec la table ronde précédente, pour ceux qui peut-être ont fait le lien, ils m'ont peut-être vu apparaître sur la vidéo tout à l'heure, puisque il se trouve qu'effectivement j'ai créé il y a quelques années la coopérative citoyenne Pleine Énergie Citoyenne qu'on a vue. Le projet qu'on a vu était à Épinay. La coopérative travaille sur l'ensemble du territoire de Plaine Commune. Donc moi je suis élu à Saint-Denis, en charge de la transformation écologique de la nature en ville et de la commande publique. Et puis je suis également élu à Plaine Commune, en charge de la nature en ville, de l'économie circulaire, du projet alimentaire territorial, des espaces publics et du plan lumière. Et je suis par ailleurs président du réseau de chaleur local, qui s'appelle le SMIREC, et président de l'agence locale énergie-climat. Voilà, ça donne effectivement une petite image des enjeux que je porte, et aussi la cohérence et l'opportunité qu'offre cet ensemble de portefeuilles. Je le cite aussi parce que on est confronté parfois à quelques conflits d'usage, on va dire, notamment sur les toitures, par exemple, entre nature et photovoltaïque, mais pas seulement sur les toitures. Comment on déploie le renouvelable? Alors moi déjà j'aime bien rappeler quand même, c'est parfois évident mais pas toujours quand même, à côté de renouvelable j'aime bien le local, parce que c'est un enjeu extrêmement important pour nous aussi, j'y reviendrai. Nous on a commencé le mandat par déclarer l'urgence climatique, et puis on a été rattrapé comme tous par les crises, notamment la crise énergétique et la hausse des tarifs, et tout ça a bousculé un petit peu les choses et rappelé aux uns et aux autres effectivement l'enjeu qu'il y a au développement d'énergie sur nos territoires. Alors, en tant que président du réseau de chaleur, on a déjà développé un certain nombre de types d'énergie qui ne sont pas complètement liés au solaire, je pense notamment à la géothermie, mais avoir cette capacité de produire localement de l'énergie, c'est évidemment pour nous, et en particulier sur un territoire populaire, la capacité de mettre nos habitants à l'abri des mouvements, notamment des marchés. Quand on produit du photovoltaïque et qu'en plus on est plutôt dans un modèle d'autoconsommation, on s'affranchit
on s'affranchit des hausses, du prix de l'électricité. Même chose évidemment pour le gaz quand on est sur du biométhane ou de la géothermie pour produire de la chaleur, quoi. Donc il y a un enjeu très fort pour nous à avancer là-dessus. Je l'ai dit, en tant que citoyen, moi je suis nouvellement élu depuis 2020, donc avant d'être élu, je m'occupais notamment de cette coopérative de production d'énergie. Mais je vois bien aussi combien il est difficile sur un territoire comme le nôtre, qui, au-delà d'être un territoire extrêmement dense et extrêmement urbain, et en plus au nord quand même du pays, donc avec un peu moins de capacité à développer notamment du solaire que d'autres grandes villes au sud, par exemple. On l'a bien vu avec les projets citoyens, hein, les modèles économiques des projets citoyens. Ils ont largement peiné. Heureusement qu'ils ont été soutenus par les collectivités, notamment entre autres aussi la région Île-de-France qui les a assez largement soutenus. Donc c'est difficile en termes de modèle économique, bien entendu, mais c'est difficile pour pas mal d'autres raisons. On a des cadastres solaires qui nous montrent toutes les opportunités. Maintenant, en plus, avec les obligations sur les parkings, on voit des nouveaux cadastres arriver avec tous les parkings, etc. La réalité, c'est que quand on prend ces toitures une par une, très vite, il n'en reste plus beaucoup qui sont réellement éligibles à la production. Donc, il y a un frein sur les toitures, il y a un frein sur le modèle économique, comme je le disais. Pour nous, collectivités, et en plus à Saint-Denis, quand on a un certain nombre de projets de transformation en cours, il y a un petit enjeu de disponibilité des équipes aussi, des services administratifs, ce qui finalement fait que les projets, notamment de production photovoltaïque en toiture, si on reste sur cela, puisqu'on ne va pas parler d'éolien chez nous, encore qu'il y a un petit test qui est fait, mais bon, passons. Sur cela, on est plutôt soit sur de la construction neuve, soit sur de la rénovation un peu conséquente de l'enveloppe du bâtiment. En dehors de ça, c'est assez difficile de se dire, tiens, cette toiture-là, elle est sympa, j'y mettrai bien des panneaux et je vais lancer un petit projet là-dessus. Voilà, on est donc plutôt sur des gros projets, y compris de rénovation urbaine, ce qui nous concerne, hein. Il y a notamment des dynamiques de quartiers résilients qui nous aident là-dessus. Donc on va plutôt cibler ces toitures-là. Mais au-delà de tout ça, un des freins importants quand même qu'on rencontre, là encore sans doute parce qu'on a une histoire récente sur ces sujets, mais c'est la compétence en fait. Et la compétence à tous les niveaux. Et là, je voudrais à nouveau saluer quand même les citoyens parce que d'une certaine manière, je sais aujourd'hui que sur mon territoire, à Plaine Commune, une des compétences les plus fortes en matière de production, de construction photovoltaïque, je la trouve chez les citoyens, quoi. Et ça, c'est quand même fort. Et je dis ça parce que sur tout un tas de projets de construction neuve, malheureusement, des promoteurs, des constructeurs, etc., ils n'ont pas, localement en tout cas, hein, j'entends, ils n'ont pas cette culture et ils n'ont pas cette compétence. Et donc, si tant est que parfois, parce que le PLU, parce que ceci, parce que cela, on les pousse à mettre des panneaux, eh bien, l'expérience montre que très vite, finalement, les panneaux ils disparaissent pendant le projet et qu'au final, il n'y a plus rien. Voilà, donc quand même pour vous dire là où nous en sommes, hein, et là, voilà, je voudrais parler quand même du projet olympique, parce que nous sommes une ville olympique, Saint-Denis, avec le village olympique d'une part, mais aussi le centre aquatique olympique, et c'est quand même grâce à ces projets olympiques que là, l'année prochaine, certainement, nous allons brancher 2 mégas de puissance photovoltaïque sur le réseau, quoi. Et ça, franchement, sans ces projets-là, ça serait vraiment compliqué à le faire. On a parlé de fierté tout à l'heure, et là, je peux dire aussi, hein, c'est un projet dont le maître d'ouvrage est la métropole du Grand Paris, le centre aquatique olympique, pour ceux qui ont l'occasion de prendre l'autoroute 1 pour partir vers le nord, ils la voient certainement d'ores et déjà, mais c'est un bâtiment magnifique qui a été construit en bois avec une toiture courbe, etc. Il porte 5000 m² de panneaux photovoltaïques, il sera à 90% autonome en énergie, parce qu'au-delà de l'électricité, il y a aussi de la récupération de chaleur, notamment d'un data center qui est juste à côté. Enfin bref, c'est un bâtiment qui est vraiment exemplaire au plan énergétique. Et puis le village olympique aussi, qui a été une occasion, et là les collectivités aussi, comme nous, ont largement poussé, hein, c'est quand même nous qui délivrons les permis, même si pour le projet olympique il y avait quelques particularités, mais enfin on a poussé aussi pour cette production photovoltaïque, notamment en toiture,
Et c'est là aussi qu'on voit la difficulté parfois à trouver les bonnes compétences pour porter ces projets-là. Mais on aura également à peu près l'équivalent d'un mégawatt qui sera produit sur les toitures du village olympique, dans des modalités d'ailleurs très différentes, parfois en autoconsommation, parfois en revente au réseau. Il y aura un exemple particulier d'alimentation et d'équilibrage avec le parking de voitures électriques, donc avec un équilibrage et une récupération de la charge des batteries des véhicules électriques pour alimenter le bâtiment. Il y a d'autres expérimentations, donc c'est un projet qui aussi a permis de pousser les feux sur ces sujets-là. Notamment, il y aura sur la base logistique une toiture temporaire en photovoltaïque, en panneau photovoltaïque souple, et puis une barge qui sera posée pour compléter la production d'énergie renouvelable, une barge qui sera posée sur la Seine pour produire et continuer à alimenter pendant les Jeux, notamment le village et le dispositif. Tout ça, ça peut paraître, notamment ces deux derniers aspects peuvent paraître un peu gadget, mais en réalité, c'est essentiel pour nous parce que, comme des grandes villes que nous sommes, des projets d'événementiel, on en a plein, et qu'à chaque fois, ça se termine comment ? Ça se termine par un groupe électrogène, ça se termine par... Donc, travailler l'énergie des événements, c'est aussi, et la qualité de la production énergétique pour des grands événements, c'est aussi important pour nous. Donc c'est vraiment une expérience riche pour nous, un accélérateur dont on a besoin vraiment ces temps-ci, parce que, on le redit, je crois que c'est le thème de la journée, mais on a vu une courbe tout à l'heure, on a vraiment besoin de changer de braquet sur la production d'énergie renouvelable. Et donc, voilà, c'est un peu tous ces projets aussi qui nous aident à avancer sur ces solutions. Merci beaucoup, Laurent Monnet. Je voulais juste apporter un petit complément. Le village olympique deviendra ensuite des logements. Oui, je ne l'ai pas dit, oui, voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est... Donc, une fois il a d'abord été construit en mode héritage, donc c'est un village qui est construit d'abord pour héberger des habitants après-demain, et il est configuré pendant la phase JO pour héberger les athlètes. Il sera transformé, mais demain, il hébergera des habitants, des bureaux aussi, un certain nombre d'activités. Voilà. Non, mais je voulais juste Oui, non, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence pour nous, mais oui, c'est important de le rappeler. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour les deux premiers intervenants dans la salle avant qu'on... Ah oui, il y a une question. Bonjour, Didier Chambonnet, l'association Châtillon Soleil. Ma question s'adresse aux deux élus, parce que vous avez fait, monsieur le maire adjoint de Saint-Denis, une allusion au PLU. On ne vous entend pas trop. Oui, et monsieur le maire adjoint de Saint-Denis a fait une allusion au PLU. Et ma question était, est-ce que vous avez pensé dans vos territoires à modifier les PLU ? Parce qu'en fait, vous avez dit aussi que dans les bâtiments existants, c'était parfois difficile d'installer sur les toitures des systèmes photovoltaïques pour la raison que l'architecte, il y a 40 ans, 50 ans, ne savait même pas que ça existait. Mais par contre, pour les bâtiments qui vont naître dans les années qui viennent, qui vont exister pour 50 ans, il serait vraiment dommage que les nouveaux bâtiments ne puissent pas être PV ready, comme on dit, pour pouvoir accueillir facilement des systèmes. Voilà. Oui, j'ai fait cette allusion effectivement à dessein. C'est que nous, notre PLUI, il posait un certain nombre d'orientations qui étaient encore un peu vagues entre... il fallait une certaine part des toitures qui soient actives, et dans le active, il y a végétalisation, panneaux photovoltaïques, bref, rien de très très précis. On est en train de le réviser, notre PLU, donc effectivement, et puis par ailleurs, on travaille à un schéma directeur énergie sur notre territoire, donc c'est vraiment l'occasion pour nous de voir jusqu'où on peut aller sur la réglementation en quelque sorte. Bon, en tout cas, je vous rejoins, c'est vrai qu'aujourd'hui,
Je ne comprends pas comment on ne peut pas penser des bâtiments, alors qu'il y ait un conflit, qu'il y ait une discussion sur végétalisation, panneaux photovoltaïques, mais c'est pas possible aujourd'hui de ne pas construire un bâtiment sans imaginer qu'il produise de l'énergie d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, en tant que président du réseau de chaleur, je ne l'ai pas dit, mais on est en train de construire deux centrales de géothermie. Les 2 centrales, elles seront équipées parce qu'il se trouve que le réseau de chaleur, c'est aussi un bon exutoire pour l'autoconsommation électrique, considérant qu'on a beaucoup de pompes à chaleur quand même pour rehausser ou abaisser la température, et notamment quand on veut produire du froid, ce qui sera un sujet pour l'avenir. Donc, oui, en tout cas, installer cette culture du fait qu'on ne peut pas demain construire des bâtiments sans avoir en tête qu'ils doivent produire pour une part au moins de l'énergie, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vous demande juste de ne pas toucher les micros, on me dit, parce qu'au niveau de la technique, après, pour l'enregistrement, donc il faut pas le prendre dans la main. Voilà. Donc, pardon de cette petite contrainte. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. 1, 2, 1. Bon, 2 vite alors. Non? Les organisateurs, vous allez me taper dessus? Non, ça va? Ça va. Oui. Oui, bonjour, Gérald Lesage. Donc, j'étais un ancien élu et puis maintenant je travaille avec les collectivités justement sur les sujets d'énergie. Moi, ce qui me frappe un petit peu, c'est éventuellement au niveau des territoires, le manque de continuité sur les projets. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une fin de mandat, donc c'est d'arriver à porter les projets au-delà de la vie politique. Ça, c'est un vrai sujet, c'est extrêmement complexe, je pense, à mener, parce que ce qu'a fait un politique, un autre peut le défaire. Donc ça, c'est un petit peu le problème de la continuité des projets. On va prendre la deuxième question. C'est peut-être la même. Le micro arrive. Oui, merci. Oui, ma question s'adresse à Monsieur le Président de département. Vous avez évoqué tout à l'heure l'agrivoltaïsme, mais aussi toutes les dynamiques communales et départementales que vous menez. Comment se passe cette discussion avec le monde agricole qui aujourd'hui souhaite profiter de la manne photovoltaïque et donc élaborer des projets d'agrivoltaïsme un petit peu géants, je voudrais dire. Et comment ça se passe? Parce que le produit vient soit dans la poche d'un privé, soit dans la poche de la collectivité. Donc comment ça se passe, ça? C'était la mauvaise question. Alors, 30 secondes, alors. Non, je plaisante, allez-y. Oui. D'abord, pour la question précédente sur la continuité, sans doute il y a pu avoir à certains moments de notre histoire, j'ai envie de dire, au moment où il y a des changements d'élus, des projets qui pourraient être mis en cause. Moi, je pense que dans le domaine de la transition énergétique, maintenant, la pression est telle que je ne vois pas quels sont les élus qui vont s'amuser à arrêter des projets qui ont eu une vraie vocation de transition. Donc sans doute, oui, ça peut être un sujet. Moi, si je regarde notre département, les premiers projets éoliens, c'était 2003. Le syndicat a monté ça. Et puis depuis, on est en train de continuer à écrire cette histoire. À partir du moment où on est capable de le partager largement avec nos habitants. Mais peut-être que ça ne répond pas suffisamment. Quant au sujet, pourquoi je dis que c'est une mauvaise question? Parce que, en fait, personnellement, je trouve ahurissant qu'on utilise des terrains agricoles. Donc en fait, aujourd'hui, je suis en guerre avec l'agriculture. Et je ne sais pas qui gagnera, mais je le dis, on a tellement de possibilités de trouver du foncier sans être obligé d'aller utiliser du milieu agricole. Mais ça, c'est une position qui est peut-être pas suffisamment partagée, donc je ne veux pas monopoliser là-dessus. Là, mon directeur qui est ici, notre société d'économie mixte, quand je vous ai dit qu'on a essayé d'interroger l'ensemble des élus, là, dès notre premier tour, on est rendu à 40 mégas de projets.
40 mégas de projets simplement sur des parkings et des zones justement qui n'ont plus de vocation agricole. On a travaillé par contre, pour vous dire combien ça peut bien se passer aussi avec notre chambre d'agriculture, on a essayé de répertorier tout le foncier qui n'a plus de vocation agricole. Et je pense en particulier à nos anciens centres d'enfouissement technique. Et là, on s'est mis d'accord. Des anciennes carrières, on s'est mis d'accord. Voilà. Et par contre, il y a encore quelques agriculteurs qui peuvent défendre ce que vous êtes en train de dire. Moi, je ne fais pas partie de cela. Oui, il y a des discussions entre nous et le monde agricole, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ose le dire, je serais presque en minorité, puisque quand il y a des textes qui sortent au niveau national, c'est moi qui suis un peu plus en difficulté. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre d'entre vous veut compléter sur le sujet de la continuité de l'action des... D'accord. Oui, bonjour, Jean-Louis Lequeux, Société Tankers. Je suis complètement admiratif de tous les exemples que vous donnez, mais pour faire un raccourci sur le sujet, quand est-ce qu'on va passer de bâtiments énergie positive à une communication écologique positive ? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de la COP28, alors on entend parler de tout ce qui va mal, de tout ce qui se passe avec l'OPEP. Vous citez des exemples qui sont géniaux. Je suis en train de déménager en Vendée, je suis enchanté d'entendre ce qui se passe et je regrette de l'entendre quand je suis à Malakoff et pas quand je suis là-bas. Et ça veut dire effectivement que c'est vraiment dommage d'avoir autant de bons exemples, d'avoir autant de progrès, d'avoir vu tout ce qui peut se passer en l'espace de 50 ans et de voir tous les efforts qui sont faits sans qu'on ne se décide pas à avoir une communication écologique positive. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, c'est associé à un mouvement politique et ce n'est pas associé du tout à une attitude citoyenne. Et il serait peut-être temps qu'on puisse faire une pub qui soit une pub qui aille dans le bon sens. Oh, vous savez, on fait beaucoup de publicités qui vont dans le bon sens. Des fois, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a un colloque comme celui-ci aujourd'hui. Voilà. Et puis, juste, merci de votre question. Je pense que, en tout cas, il y a une vraie volonté du gouvernement de faire avancer, de faire cette écologie positive aujourd'hui. Moi, je voudrais juste rappeler que l'ADEME pilote un réseau qui s'appelle Territoire engagé pour la transition, dans lequel beaucoup de collectivités, d'élus sont engagés pour aller encore plus loin, et que dans le cadre de ce réseau, il y a des journées annuelles qui se tiennent, qui sont ouvertes à tous, qui sont diffusées, et sur lesquelles on met en visibilité l'excellence des projets portés par les collectivités. Je pense que les collectivités communiquent aussi beaucoup lors des différents salons, etc. Mais vous avez raison, il faut toujours continuer à mieux faire, et je pense que on peut appeler de nos voeux que cette journée soit reconduite. Je voudrais passer la parole à Emmanuelle Mout, qui est déléguée régionale générale et cofondatrice de l'association Renaissance écologique. Emmanuelle, votre outil, comment peut-il aider les collectivités aujourd'hui à répondre à des questions, à des attentes, et comment vous pourriez nous donner envie et donner envie aux collectivités qui sont là de s'appuyer sur cet outil. Sur la méthode. Bonjour et merci aussi pour cette invitation. Je suis ravie d'être présente. Alors, normalement, j'ai des transparents, comme disait Daniel. Je ne sais pas s'ils vont être... Parce que quand même, pour... Ah. En arrière ? Non, je ne dirais pas. J'ai ma clé, mais je ne sais pas si... Bon. Attendez, parce que là... Parce que quand même, c'est très visuel ce que je vais vous dire aujourd'hui, et ce que je voudrais vous montrer. Et justement, pour parler de l'outil et de la renaissance écologique en elle-même, on aurait besoin de voir un fabuleux dessin qui, justement, je rebondis sur ce qu'on vient de dire juste ici, qui permet en fait de voir les choses de façon positive. On est tous capables de se dire qu'un autre monde est possible, mais en faire l'expérience, en fait, c'est tout autre chose. Et en fait, c'est ça que propose la Renaissance écologique, c'est se projeter
dans un paysage qui a réussi sa transition écologique. Et donc on voit la ville, enfin voilà, sur ce dessin est représentée la ville et la campagne, et on voit toutes les activités humaines. On voit comment est produite l'énergie, on voit comment est utilisée l'énergie, et on voit les effets en fait sur l'humanité ou sur la régénération du vivant, parce que tout est très lié. Et alors comment ça se passe alors voilà, oui, et du coup en fait je voulais juste aussi dire que comment ça se passe. En fait, notre dessin, donc cette fresque de la Renaissance écologique qui est inspirée de l'allégorie des effets d'un bon gouvernement sur la ville et la campagne, donc qui était une fresque peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338 pour la ville de Sienne. C'est une adaptation contemporaine en fait qui a été réalisée par Julien Dossier, donc qui est un expert en neutralité carbone et qui, pour ses besoins en fait d'enseignement à la ville durable, donc à l'école d'HEC, a eu besoin en fait d'une représentation visuelle pour permettre justement en fait à des acteurs sur un territoire de pouvoir déjà imaginer à quoi ressemble, donc créer son propre récit, créer en fait un imaginaire collectif. Et donc notre fresque, on l'utilise comme un outil de co-design, c'est-à-dire qu'on a cette capacité en fait à réunir des acteurs différents sur un territoire. Donc là ici on a beaucoup parlé en fait de ce besoin aussi de fédérer des acteurs sur un territoire, de rendre fiers en fait des habitants, des administrés en fait des projets qui sont réalisés sur leur territoire. Et c'est en fait en sollicitant ces parties prenantes qu'on va pouvoir réussir aussi à créer des projets communs et avoir un imaginaire commun. Et donc cette fresque déjà à la base, elle nous sert donc en outil de co-design à pouvoir créer cet imaginaire collectif. Et ensuite, elle va nous servir à mettre en œuvre cette feuille de route, parce que la Renaissance écologique, en fait, dans tous les niveaux de lecture, vous avez en fait des horizons de temps. Et donc c'est vraiment une méthode, enfin voilà, avec des designs pédagogiques et des ateliers qui sont conçus. On va pouvoir en fait utiliser 3 horizons de temps, donc de 0 à 10 ans, pour amorcer, déployer et consolider tous les projets. Et j'ai une petite clé. C'est ce que je cherche depuis tout à l'heure. Non, mais vous n'étiez pas là, alors du coup, je ne pouvais pas vous lire, mais c'est pas grave. Donc, oh waouh, vous allez voir, la Renaissance écologique, ça va être super. Mais tout va bien. Des problèmes techniques, normalement, j'avais pas de présentation. Et c'est vrai qu'on expliquait en fait depuis tout à l'heure, donc déjà qu'on a besoin de fédérer des personnes en fait autour de ces projets. On a besoin de les acculturer, on a besoin de sensibiliser en fait. On a besoin de donner de la joie. Et donc là, en fait, vous voyez la Renaissance écologique, donc il y a une conception prospective et positive de l'avenir, et donc qui nous sert en fait à un outil de co-design. Cet outil, donc, cette fresque, elle est donc adaptée de l'allégorie des effets d'un bon gouvernement sur la ville et la campagne, donc une fresque de 1338. À l'époque, il faut savoir que la ville de Sienne est gouvernée par 9 citoyens qui tournaient en fait tous les 2 mois et demi. Et donc, ils ont une gouvernance très moderne pour l'époque. Et ils ont besoin, en fait, de se protéger des menaces aux alentours. Parce que autour, en fait, il y a plein de seigneuries qui arrivent dans les villes. Et ces citoyens ont besoin de parler à leur peuple pour leur dire « Attention, ne vous laissez pas berner par ces personnes qui souhaitent s'accaparer le pouvoir ». Et voilà. Et comme ça, ils ont réussi, en fait, à pouvoir perdurer, en fait. Et la ville de Sienne a continué à prospérer. Et justement, cette gouvernance a continué. Je vous invite à regarder les documentaires qui existent sur cette fresque. En fait, elle fait partie d'un triptyque qui existe encore aujourd'hui au Palazzo Pubblico dans la ville de Sienne. Quand vous rentrez dans cette salle carrée, vous faites face au bon gouvernement et donc toutes les composantes de ce bon gouvernement, avec au milieu siège le bien commun, entouré de toutes les vertus qu'on peut imaginer dans une gouvernance et dans une cité.
Et voilà. Et donc, sur sa droite, les effets d'un bon gouvernement sur la ville et la campagne. Juste sur la slide d'après, je voudrais montrer en fait l'aspect systémique de la renaissance écologique, puisqu'en fait, cette société ne peut reposer que parce qu'elle... ne peut exister que parce qu'elle repose sur un système de 24 chantiers qui sont tous liés les uns aux autres et qui fait de cette société une société robuste. Et c'est grâce à ce schéma en fait, qu'on va pouvoir, en fait, pour chaque action, essayer de chercher l'impact de ces actions sur les chantiers qui sont connexes. On va pouvoir aussi rassembler un maximum de parties prenantes, peut-être sortir un petit peu de ces sentiers battus, et on est capable, à l'échelle d'un territoire, en fait, parce qu'il faut savoir faire parler l'allégorie, de pouvoir repérer sur son territoire tous les acteurs grâce à ces chantiers, et de les réunir, et de les fédérer autour de ce projet commun. Et voilà. Et donc, du coup, ce qui est formidable, c'est que notre association... Donc, on a aussi beaucoup dit que il y avait beaucoup de parties prenantes sur un territoire, et c'est vrai que les associations, elles ont peut-être ce rôle-là, en fait, de pouvoir faciliter aussi les échanges et de pouvoir organiser des temps, en fait, de construction commune. Et notre association, par exemple, ses adhérents, ce sont des élus, des citoyens, des chercheurs, des journalistes, des enseignants, des entreprises, qui ont tous eu envie de se saisir de la renaissance écologique pour construire des choses sur le territoire. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que notre scénario énergétique est uniquement basé sur des énergies renouvelables, et que forcément, en fait, dans cette fresque, on va parler beaucoup de sobriété avec les changements de comportement de consommation, et on va beaucoup parler aussi d'efficacité énergétique. Je rajouterai, et de territorialisation des énergies renouvelables. Exactement. Et voilà, et donc il y a beaucoup de territoires qui se saisissent de la fresque de la Renaissance écologique pour passer du dessin à la réalité. Et notre association est là pour mettre en avant, en fait, des initiatives vertueuses qui existent sur les territoires, parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la poudre à chaque fois. En fait, Enercoupe, énergie partagée, enfin tout ce dont on a parlé, ce qui se passe aussi en Vendée, enfin ce qui se passe dans tous les territoires. En fait, on a besoin de faire émerger ces récits positifs, et on a besoin de mettre des gens en relation, et surtout, en fait, de mettre en lumière ce qui existe et ce qui se fait déjà très bien. On a aussi besoin de mettre en lumière aussi des choses qui marchent pas bien et se dire finalement il faut faire autre chose. Mais voilà, donc c'était pour expliquer que depuis 2019, donc notre association s'occupe de diffuser cette fresque, et que des territoires s'en saisissent pour leur transformation. Merci. Et j'ai dit beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous avez la carte à droite sur tous les endroits où vous intervenez, où vous êtes intervenu. Où nos adhérents, en fait, ce sont nos adhérents, parce que oui, on intervient pour faire des formations, mais après, ce sont vraiment nos adhérents qu'on équipe, on outille pour pouvoir agir concrètement sur leur territoire. Parce qu'eux connaissent bien leur territoire et les problématiques. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et l'ADEME utilise et a utilisé. Exactement. Et accompagne justement les territoires engagés dans la transition, met à disposition des territoires engagés cet outil. Exactement. Avec le concours. On construit un beau partenariat avec l'ADEME sur le programme, sur les référentiels. Alors, la loi climat et résilience prévoit la mise en place de zones d'accélération des énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui en train d'être construites par les communes. Jacques Payas, vous qui êtes maire adjoint de Saint-Denis. Non. Il faut changer. Saint-Georges-sur-Arnon. Pardon, je me disais, ah bon, 2 fois Saint-Denis. Pardon, excusez-moi. Maire de Saint-Georges-sur-Arnon. Qui est intervenu il n'y a pas si longtemps que ça sur des journées ADEME sur ces sujets. Comment, dans un territoire comme le vôtre, en vous appuyant aujourd'hui sur ce que l'État et ce que l'ADEME met à disposition pour construire ces zones d'accélération, via les outils développés par l'IGN et le CEREMA, sachant qu'aujourd'hui, le vrai sujet des collectivités, c'est l'ingénierie territoriale qui manque à tout niveau. Comment vous
vous avez surmonté ce problème et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous y prenez sur votre territoire? Je peux utiliser mes PowerPoint? Ah oui, alors attendez. Vous voulez venir ici? Oui, s'il vous plaît. D'accord. J'ai que 8 minutes, c'est ça? Allez-y. Pour exposer 20 ans de... Ah, ça va prendre du temps alors. Non, je vais essayer, je parle vite, j'ai un débit assez... Allez-y. Moins important que la Garonne, mais... Vous voilà. avez dit que c'était difficile avec les élus. Voilà, le temps qu'ils mettent, donc je m'appelle Jacques Pallas. D'abord, bonjour, parce que ça me fait toujours plaisir d'assister à ce genre de rencontres, parce que j'ai aussi besoin, moi, de m'acculturer. Voilà, je vous le dis franchement, et parce que c'est compliqué, vous allez voir, c'est difficile. Parce que quand vous êtes maire d'un petit village rural, à l'époque, 317 habitants, avec les éoliennes, on est passé à 640, vous voyez que ça n'a pas fait fuir. Mais quand vous avez un porteur de projet qui arrive dans votre territoire, qui vous dit « Monsieur le maire, j'ai un projet de parc éolien », c'était en 2005, mais je peux vous dire que vous vous accrochez, quoi. Qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Et tout, etc. Vous voyez ce que je vous dis, quoi. On est arrivé à ça. On n'a pas l'expérience que vous avez, on n'a pas l'expérience des porteurs de projet. C'est vraiment la cabane qui tombe sur la tête du chien, quoi. Bon. Et puis, voilà, mais j'attends le truc, là, vous allez voir. Et puis, voilà, c'est arrivé comme ça. Et ce que je vais vous exposer, il est pas gentil. Bon, c'est dommage, parce que c'était vachement plus facile pour vous. Hein. Moi, ça va. C'est dommage, quoi. Vous voulez que je l'attrape vraiment? Moi, je pense que ça sera le mieux. Ça me permettra d'aller un peu plus vite. Et puis en même temps, c'est des choses concrètes, quoi. C'est pas... Je sais pourquoi il n'y est pas, c'est en PDF. Je comprends. Pardon, aux zones d'accélération. Parce qu'on nous demande de faire des zones d'accélération, mais c'est pas simple. Hein. Surtout quand vous avez une opposition. Oui. Moi, ça va, je l'avais, mais bon, voilà, on l'a maîtrisé. Hein, voilà. Et puis, je suis réélu depuis 1996. Voilà, je réponds en partie à la question. On n'a pas été confronté à cela. Mais je connais des municipalités où c'est que le maire n'a pas été réélu à cause de ces genres de choses. Ça peut arriver. Et j'ai peur pour 96, pour 2026. Pardon. Même si je suis très confiant, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même quelques... Voilà, bon. Alors, vous voyez, je vais vite, pardon. Donc, voilà. Alors, si vous voulez, quand j'ai été confronté à ça, je me suis raccroché à des branches de l'arbre. Hein. Donc, je suis devenu à l'association Amorce, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis porte-parole des clubs et des collectivités et l'éolienne. Je suis à Énergie Partagée. J'ai appelé au secours, quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Comment allez-vous faire? Quand vous habitez la campagne, la région Centre-Val-de-Loire, bon, à l'époque, rappelez-vous, en 2005, il n'y avait que 380 MW d'énergie éolienne. Il n'y en avait pas en région Centre. Pas d'expérience, pas de retour, etc. Bon, pas ça. Et donc, je me suis un petit peu acculturé. Comment je fais pour le... je vais le faire. Allez-y, madame. Non, c'est pour aller vite, c'est pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors, comment j'ai commencé aussi, vite fait, pourquoi un parc éolien? On a fait comme les gamins, on a pianoté, et puis on est tombé sur l'accord de Kyoto. Et puis on a débouché sur les fameux 3 fois en vert, la directive européenne. Vous vous rappelez? 20% d'économie d'énergie, 20% de réduction de gaz à effet de serre, et puis 20% donc, de développement des énergies renouvelables. Et toute ma stratégie depuis janvier 2005, ça a été là-dessus. Et c'est rajouté, je vais vite, parce que vous le connaissez par cœur, vous y avez assisté, ces 3 éléments, la COP, j'y avais participé, le coût des énergies aujourd'hui qui nous aide, et ce matin vous l'avez dit, et puis la géopolitique. Mais comme aujourd'hui l'actualité donne raison au petit maire rural que je suis. Je suis désolé, parce que c'est pour ça qu'on va développer les énergies renouvelables, et ça aide dans la culturation. Après. Voilà, alors qu'est-ce qu'on en a fait? Vite fait, bien fait. 4 ans et 8 mois de concertation. Tout le monde me demande, monsieur le maire, comment vous avez fait pour être 4 ans et 8 mois? Bien, écoutez, vous avez le descriptif, ce qu'on a fait. On a pris le bâton de pèlerin et puis on est allé, porte à porte, on a expliqué, porteur de projet, tous les 3 mois, etc. On est allé à Boing visiter le parc éolien, etc., etc. On a fait tout cela. Et s'il n'y a pas le maire et le porteur de projet, ce n'est pas la peine. Si le porteur de projet, je vais être clair, même s'il n'y a pas des porteurs de projet, mais si le porteur de projet il va d'abord voir les agriculteurs pour signer des conventions sans passer par le conseil municipal, il a tout faux. Et le lendemain, vous avez une association main contraire qui se crée. Je vous le dis comme je le pense, et c'est l'expérience qui parle. Donc, le projet, le maire et le porteur de projet, le conseil municipal. Et puis on a développé avec la population et tout, etc. Alors aujourd'hui, j'ai un peu d'expérience. J'ai mal vécu janvier 2005 à octobre 2009, le premier parc éolien, parce qu'on a tout expliqué, mais dans le vent. On n'avait pas d'expérience, on n'avait rien. J'ai expliqué le bon. Et puis dans la salle, on me posait des questions. J'ai répondu comme j'ai pu. Aujourd'hui, vous le sentez, je suis à l'aise.
Eh oui, parce qu'on a des parcs éoliens qui sont raccordés, et vous allez voir ce que je vais vous dire. Voilà, c'est mieux. Mais c'est important ce que je vous dis, parce que quand il n'y en a pas, ben voilà, bon, à part la télévision, à part peut-être des expériences, etc., c'est difficile. Alors on a 19 éoliennes, hein, pas 5, hein, 19 éoliennes, d'un seul coup. On passe au bébé suivant. Oui, madame. Alors, non, mais pardon. Non, parce que c'est bien joli, mais les recettes fiscales, excusez-moi, mais quand vous êtes dans une commune rurale, les dotations d'État, on n'a presque plus rien. Moi, vous allez voir la commune que nous avons, qui est belle, resplendissante, et tout, etc. C'est parce qu'on a des recettes fiscales. Hein. Et quand je dis qu'il faut partager les paysages et partager les recettes, l'exemple, il est là. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, on a fait une extension en plus parce qu'il n'y en avait pas assez. Les gens en demandaient d'autres. Alors, on a mis 9 de plus. Bon, oui, bon, je vais un peu vite, etc. Voilà. Mais allez-y, madame. Elle me presse. Alors, toujours, là, je dis ça aussi quand je fais les réunions et puis devant ma population. Est-ce que oui ou non, les éoliennes, elles participent donc à la question climatique? Est-ce que oui ou non, les éoliennes participent à la diminution des gaz à effet de serre? Il faut y répondre, les fameux 3 priorités. Et je réponds. Voilà. Mais vous voyez, regardez, 19 éoliennes, 46 mégawatts, une production, comme on l'a vu, dit soudain, 78 500 tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées, etc. Et puisqu'on ne parle pas assez, c'est les déchets radionucléaires. Bon, mais je referme la parenthèse, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Mais voilà, les gens peuvent constater, c'est chez moi. C'est l'Antille verte du Berry, c'est la production locale. Voilà. Alors après, voilà, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Parce que c'est ça aussi, hein, la culturation, mais d'abord l'acceptabilité. Et bien voilà ce qu'on a fait. Voilà, on a fait un centre culturel Georges Sand, bâtiment basse consommation. Un jour vous viendrez, vous allez au cabinet, c'est l'eau de récupération de pluie. Vous allez vous laver la main, c'est le thermique, etc., etc., etc. Voilà, on a fait ça, et je vous assure que ça a fait des petits parce que les gens ont fait ça chez eux. Alors, économie d'éclairage, vous voyez, les gens y voient, etc. On a fait aussi 19 audits énergétiques chez les particuliers. Avec l'argent des éoliennes, ça m'a permis d'embaucher donc 2 emplois, 50% pour les emplois, 50% pour le fonctionnement. Le centre de maintenance, je vais un peu vite, hein, mais c'est vraiment dommage. Mais on a parlé de l'emploi. Et oui, l'emploi, on s'est bagarré pour avoir le centre de maintenance de parcs éoliens. Et aujourd'hui, j'ai 24 techniciens. Ils entretiennent à 140 machines, etc., etc. Dès le départ. Après, on a fait des installations photovoltaïques, vous voyez, etc., le bâtiment communaux. Alors, après, parce que je suis président de Natura 2000, on a une rivière l'Arnon, donc on a fait la directive cadre sur l'eau, je vais vite, Natura 2000, etc., etc. Je vais vite, et là, c'est... Mais voilà, quand on parle de la population, les gens, les intéressés, là, ils ont vu qu'on a fait quelque chose. Après, je vais un peu vite, hein, mais c'est dommage, ça ne fait rien. Vous n'avez pas des avions à prendre, non? Voilà, alors après aussi, parce qu'on a fait les comptes quand même. Quand le porteur de projet venait, etc., puis bon, on n'est pas bête, hein, on regarde la télévision, on pianote et tout, etc., et puis quand même, on s'est rendu compte quand même que... il y avait effectivement de l'argent à gagner, quoi. Le porteur de projet, c'est pas pour rien s'il venait, faut pas... Bon. Et puis on a pianoté tout ça, etc., et puis on a eu le culot, en 2007, donc on a eu le culot donc, de préparer, donc, de faire une société d'économie mixte des énergies renouvelables. Et on a osé acheter 5 éoliennes. Quand j'ai fait la réunion, le sous-préfet m'a dit, il est fou. Voilà. Quand le percepteur il est venu, mais non, elles font toutes faillites et tout, etc., mais parce qu'il fallait se bagarrer aussi avec ça. Bon. Donc on a acheté 5 éoliennes. Alors, la particularité de la CMR, tout le monde le sait, 51%, c'est les collectivités. On ne risque pas d'être mangé par les mauvais. Hein. Le percepteur, il était content, le préfet aussi. On était majoritaire. Et puis le collège, donc, le collège B, c'est la partie des actionnaires privés. Et vous avez vu qu'on a la CERGI, qui est une société d'économie mixte, la caisse d'épargne et la caisse régionale Crédit Agricole. Et on a énergie partagée. On a associé aussi la population. Vous voyez, voilà, on a fait tout ça. Alors, quand j'explique ça à des grands élus, plus maintenant, ça va, ils ont compris. Mais voilà, le parc éolien, on a mis 15,35 millions d'euros. Quand je disais ça dans des salles avec des grands élus, des présidents de conseils généraux, ils me disaient, mais Jacques, où veux-tu qu'on trouve l'argent? Alors je lui expliquais, assis-toi, je vais t'expliquer. Voilà, et puis c'est pas compliqué. Sur 15,35, 20% le chèque des collectivités, et puis 80% pour l'emprunt. Et puis à la limite, si vous voulez, c'est pas 15,35 millions qu'on a déboursés, mais vous l'avez en haut, c'est 1,6. Et là, en général, les élus se rassoient. Ça va mieux, ils respirent. Mais voilà, non mais, c'est parce qu'il faut expliquer tout ça. Parce que tout ce que je vous dis, on ne nous l'apprend pas en tant qu'élu. Hein. On se débrouille. On se débrouille. C'est voilà ce que je fais aujourd'hui, tout ça, etc. Voilà. Alors vous avez un exemple. Alors est-ce que ça rapporte ou pas? Parce que les éoliennes, ça tombe en panne, il n'y a pas de vent. Allez-y. Non, mais... Regardez. Alors 2020, c'était une bonne année. C'est là où il y a eu un vent extraordinaire. Mais il y en a toujours, vous inquiétez pas. Mais regardez un petit peu, regardez. Voilà, on va aller vite. Hein. Mais regardez le résultat. 635 815 euros. Faites votre calculette.
taux de retour sur investissement, ça fait du 30%. Dites-moi quel est l'investissement public qui rapporte autant. Dites-moi, je vous écoute. Et non, mais attendez, quand on dit partage des paysages, partage des valeurs, regardez, vous avez un exemple. Bon, je vais vite, hein, etc. Et vous avez vu les impôts sur la société qu'on paie pour payer les écoles, les routes, etc. Regardez. Bon, je referme par... Regardez ce qu'on a encaissé. Je reprends mon souffle. 3 millions 100. On en est à 4 millions d'euros en caisse, placés au Crédit Agricole, à la caisse d'épargne. Bon. Non, mais là, on a des projets, vous inquiétez pas, hein, parce qu'on pousse. Hein. Allez, la suivante. Voilà. Donc là, ici, sur ce qu'on a fait quand même, donc je vais vite, hein, c'est pour les élus surtout, est-ce que ça rapporte ou pas, etc. Voilà, je vous ai pris un exemple, 20% pour la commune, c'est pas assez, 50% pour la Comcom et 30% pour le département. La CVE, il n'y en a plus, tout ça, etc. etc. Mais voilà, vous voyez, je récapitule. La suivante. Combien il nous reste? 8 minutes? C'est la dernière, alors. Ah non, non, non. Et donc, vous allez voir, parce qu'on a encore des projets de parcs éoliens, et là, on est dans le 21e siècle, quoi. On est dans la question d'hydrogène. On va mettre 4 éoliennes, 2 à Issoudun, 2 à Saint-Georges, et au pire, on va mettre un électrolyseur. Alors certes, c'est pour 2030, mais on l'a prévu. On a acheté déjà les terres et tout, etc. Vous voyez, on y va, ce que vous avez dit ce matin. J'en termine, parce que vous m'avez posé la question sur les zones d'accélération. Voilà. Non, mais ça va vous aider. Parce que vous l'entendez à la télévision, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, j'ai fait mes zones d'accélération. Je suis parti, colonne de gauche. Qu'est-ce que je consomme sur ma commune? Qu'est-ce que je produis? Pardon. Qu'est-ce que je consomme et qu'est-ce que je produis? Parce que c'est ça, on est bien d'accord. La sobriété des économies, on est d'accord. Il faut arriver à 42% d'énergie renouvelable par rapport à la consommation. Vrai ou pas? Vous l'avez appris comme moi. Regardez sur ma commune. Alors bon, le paquet d'éoliennes que j'ai, je suis à 2158%. Cocorico. Hein. On aurait pu s'arrêter. Parce que dans le village, ils ont qu'à se démerder, ils ont qu'à faire autant, etc. Oh non, non, on a continué. Alors bon, j'ai mis ça. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. Les énergies là-bas, le tableau au sud du milieu, c'est où nous en sommes aujourd'hui. Le nombre d'éoliennes, la puissance, la production, photovoltaïque, vous voyez, etc., ce qu'on a fait, vous tirez. Et puis là-bas, c'est mes zones d'accélération. Eh bien, écoutez, en ce moment, on a donc 23 éoliennes, mais ce n'est pas suffisant. On a consulté le public, et voilà ce qu'on fait. On propose 14 éoliennes de plus, la production, et tout, etc., des toitures photovoltaïques, et puis la zone artisanale, donc en autonomie énergétique. Voilà ce qu'on propose. J'ai déposé ça au préfet, tout, etc., et puis on verra. Et voilà. Mais pourquoi je pose ça? Parce que vous voyez, dans une petite commune rurale, comment voulez-vous qu'on fasse? Par secteur, le résidentiel, c'est là-dessus que je m'en vais, si vous voulez, dans les années futures, cette année, l'année prochaine. Je veux absolument que les gens fassent des économies d'énergie chez eux. Donc on va voir avec l'électricité, avec la flotte, etc. Et c'est là-dessus que je veux, et je pense que c'est possible, que notre commune donc, devienne effectivement extrêmement autonome. La dernière, c'est promis. Non, mais parce que vous entendez plein de choses à la télévision. Là, vous avez la chance d'avoir un maire qui a une expérience. Il a tout écrit. Regardez. Non, mais vous avez la démonstration. Les 3 objectifs sont atteints. Les gaz à effet de serre, comment on appelle ça, les recettes fiscales, vous avez tout. Les premières 23 éoliennes, et puis ma zone d'accélération, voilà. Et vous avez tout. Et là, c'est imparable. Non, mais parce qu'il faut voir ce qu'on entend encore. Merci. Vous avez été parfait. En fait, le plus important, c'est de susciter l'envie. Oui, et je crois que vous l'avez tous fait. Je voulais vraiment vous remercier parce que ce que vous faites, c'est ça, effectivement, je pense que ça donne envie. Ça montre que c'est faisable. Ça montre qu'on y est aussi. Ça montre que vous êtes bourré d'énergie, je suis obligée de le dire, d'énergie renouvelable. Et que, à la fois, vous nous avez dit comment il faut impliquer tout le monde, comment il faut expliquer, comment il faut prioriser, comment il faut continuer à s'acculturer, acquérir des compétences en permanence. Et puis, il y a ce sujet du paysage. J'en profite pour dire qu'à l'ADEME, on travaille avec l'École nationale du paysage sur ce sujet-là. Et dernièrement, je discutais avec la directrice qui me disait mais lorsque les châteaux d'eau sont arrivés, tout le monde criait au loup. Ben, aujourd'hui, ils font partie du paysage, comme les voies ferrées, etc. Et donc, comme les éoliennes. Après, c'est vrai, c'est un vrai travail.
et faciliter, utiliser des outils qui vont aider la concertation, qui vont travailler l'acceptabilité des projets, c'est important. Merci sincèrement de tout ce que vous avez fait. Ça relie la science, ça relie la recherche, et on est parti ce matin de la science et de la recherche, et on atterrit aujourd'hui à ce que vous faites, et je pense que ce lien, il est primordial. Merci. Merci beaucoup à vous aussi.